Une mère célibataire timide, assise seule à un mariage, entend le PDG milliardaire murmurer « Tu seras ma femme ». Le vent soufflait doucement sur les jardins du château, agitant les feuilles des platanes centenaires avec une grâce presque chorégraphique. Camille Duré se tenait près d'un des grands portails en fer forgé, ses mains serrant nerveusement la fine lanière de son sac beige. Ses yeux suivaient les va-et-vient des invités, tous habillés avec une élégance évidente. Certains riant fort, d'autres échangeant des bises polies dans un murmure de parfums chers. Elle inspira profondément, comme pour se convaincre qu'elle avait sa place ici, dans cette scène digne d'un magazine de luxe. Mais la vérité, c'est qu'elle n'était pas sûre de rien. Elle n'était pas une amie proche de la mariée, juste une ancienne collègue qui avait reçu une invitation presque par politesse. Et pourtant, elle était venue seule, en laissant sa fille Zoé chez sa mère à Tours. Elle avança à pas mesurés vers la grande salle de réception où les tables rondes, recouvertes de nappes ivoire, attendaient les convives. Des compositions florales spectaculaires trônaient au centre de chaque table, et des serveurs en costume distribuaient des coupes de champagne avec une efficacité silencieuse. Camille, dans sa robe bleu nuit simple mais bien coupée, se sentait invisible au milieu des strass, des dentelles et des rires éclatants. Elle n'était pas timide par nature, mais dans cet environnement, elle se repliait sur elle-même, se contentant d'observer. Elle trouva sa place notée en lettres dorées sur un carton soigneusement calligraphié. Table numéro 7. Elle prit place en silence, déposant son sac à ses pieds. Autour d'elle, les chaises se remplissaient lentement, mais celle à sa droite restait vide. Elle s'efforça de sourire aux autres invités qui échangeaient déjà des anecdotes de vacances ou des potins de bureau. Elle se sentait étrangère, comme une figurante dans un film qui ne lui appartenait pas. Son regard erra vers les fenêtres, au-delà desquelles le parc s'étendait à perte de vue, baigné d'une lumière dorée de fin d'après-midi. C'était un décor féerique, presque irréel, mais Camille ne pouvait empêcher la petite voix en elle de penser à Zoé, à la fois fière de sa décision de venir seule et rongée par le doute. Elle aurait préféré être chez elle, avec un pyjama confortable et une tasse de thé, plutôt qu'entourée de conversations brillantes et de gens sûrs d'eux. Elle n'entendit pas immédiatement le léger raclement de la chaise à côté d'elle. C'est seulement lorsqu'une voix grave mais douce murmura une excuse qu'elle se retourna. Un homme venait de s'asseoir, grand, cheveux bruns légèrement ébouriffés, costume sombre parfaitement ajusté, il dégageait une présence presque magnétique. Il ne semblait pas pressé, ni agité comme les autres. Il lui lança un bref regard accompagné d'un sourire discret, presque imperceptible, avant de détourner les yeux pour observer la salle. Camille sentit son cœur battre un peu plus vite, non pas parce qu'elle le trouvait particulièrement séduisant, même si c'était le cas, mais parce qu'il semblait étrangement calme, à contre-courant de l'exubérance ambiante. Il n'avait pas encore dit un mot, mais sa simple présence modifiait l'équilibre de la pièce pour elle. Elle détourna les yeux rapidement, espérant qu'il n'ait pas remarqué son trouble. Les serveurs commencèrent à apporter les premières assiettes. Des toasts fins garnis de foie gras, des amuse-bouches décorées avec une précision chirurgicale. Camille n'avait pas faim. Elle s'efforçait de ne pas trop jouer avec sa serviette en tissu, de ne pas se balancer nerveusement sur sa chaise. Mais alors qu'elle allait tendre la main vers son verre, la voix de l'homme se fit entendre doucement, comme s'il n'avait pas voulu interrompre mais seulement l'inclure. « Vous n'aimez pas ce genre d'événement, n'est-ce pas ?» Elle se figea, surprise. Ce n'était pas tant la question, mais le ton. Il n'y avait ni moquerie ni condescendance, juste une curiosité sincère. Elle se tourna légèrement vers lui, cherchant ses mots. « Disons que je suis un peu en décalage, oui. » Il hocha la tête comme s'il comprenait parfaitement. Moi non plus. Et pourtant, me voilà. Camille esquissa un sourire, à la fois soulagé et intrigué. Ce n'était pas un dragueur. Il ne cherchait pas à l'impressionner. Il était juste là, comme elle, peut-être un peu égaré, peut-être pas. Elle osa le regarder plus longuement. Son visage était connu, elle en était presque certaine. Mais elle n'arrivait pas à mettre un nom dessus. « Vous connaissez bien les mariés ?» demanda-t-elle pour rompre le silence. Il sourit, cette fois un peu plus franchement. Le marié est un ancien camarade d'université. On ne se voit presque jamais, mais il m'a insisté pour que je vienne. Et vous avez accepté. Contre toute attente, oui. Il la regarda avec une intensité tranquille. Camille sentit ses joues s'échauffer légèrement. Il n'avait pas besoin d'élever la voix pour capter l'attention. Et soudain, sans qu'elle s'y attende,
Il pencha légèrement la tête vers elle et murmura « Vous serez ma femme ». Elle le fixa abasourdie. Était-ce une plaisanterie? Une maladresse? Un pari étrange? Elle laissa échapper un rire nerveux, cherchant à dissiper le malaise que cette phrase avait fait naître. « Pardon? Je crois que vous vous êtes trompé de table. » Mais il ne rit pas. Son regard ne vacilla pas. Il ne semblait pas arrogant, ni délirant. Juste, sûr de lui, mais sans agressivité. Comme s'il avait énoncé une évidence qu'elle, seule, n'était pas encore prête à entendre. « Vous me trouvez fou, dit-il en se redressant légèrement, son sourire désormais amusé. Disons, intrigant. Elle tenta de reprendre contenance, fixant de nouveau son assiette à peine entamée. Tout en elle criait de fuir cette étrange énergie, mais une autre partie, plus silencieuse, plus enfouie, voulait comprendre pourquoi cet homme lui parlait ainsi. Et surtout, pourquoi cette phrase, prononcée avec tant de calme, l'avait autant troublée. Il ne parla plus pendant quelques minutes. Ils écoutèrent les discours du père de la mariée, puis les rires fusèrent autour d'eux. Mais Camille n'entendait plus rien. Elle avait encore cette phrase en tête, comme une musique obsédante. Pas parce qu'elle croyait à un coup de foudre, ni à une histoire de conte de fées, mais parce que c'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un la regardait autrement que comme la mère de Zoé ou l'assistante de bureau discrète. Ce regard-là disait autre chose. Et c'était peut-être ça le début du changement. Le dîner s'était installé dans une ambiance douce, rythmée par le tintement délicat des verres de cristal et le bruissement des conversations feutrées. Les chandeliers suspendus diffusaient une lumière chaude qui se reflétait sur les assiettes en porcelaine, tandis que les serveurs glissaient entre les tables avec une précision presque chorégraphiée. Camille, malgré l'atmosphère enchanteresse, sentait encore ses pensées absorbées par la phrase prononcée plus tôt. Elle n'avait rien d'un compliment banal, ni d'une séduction légère. Elle résonnait encore en elle avec un mélange d'inconfort, de surprise et d'une étrange fascination. Elle avait esquissé quelques sourires mécaniques depuis, répondu à des bribes de conversation autour de la table, mais son esprit restait attiré vers l'homme à sa droite, celui qui l'avait désarmé en quelques mots seulement. Il n'avait pas reparlé depuis. Il mangeait lentement, avec calme, mais elle sentait son regard sur elle, parfois furtif, parfois insistant, comme s'il lisait en elle sans qu'elle ne lui en ait donné la permission. Elle se tourna finalement vers lui, poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas encore. « Vous dites souvent ce genre de choses à des inconnus. » Il leva les yeux vers elle, et son sourire cette fois-ci ne fut ni amusé ni insolent. Il était sincère, presque doux. « Jamais. C'est la première fois que je ressens le besoin de le dire. » Camille fronça légèrement les sourcils, tentant de masquer la vague de chaleur qui lui montait aux joues. Ce n'était pas un flirt ordinaire, et ce n'était certainement pas le cadre pour un jeu de séduction. Elle aurait pu l'ignorer, l'écarter d'un revers de silence poli, mais elle ne le fit pas. Quelque chose, dans la manière dont il la regardait, la retenait. « Vous ne me connaissez pas, murmura-t-elle. « Pas encore. » Il ne souriait plus. Son regard, d'un brun profond, semblait la traverser. Ce n'était pas un regard de conquête, mais un regard d'attention. Et Camille, contre toute logique, se sentit vue. Vraiment vue. Non pas comme une simple silhouette dans une robe bon marché, non pas comme une mère fatiguée ou une invitée de seconde zone. Il y avait dans ses yeux une forme de reconnaissance, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'elle-même passait tant de temps à dissimuler. Le plat principal fut servi. Filet de veau, mousseline de céleri, réduction au porto. Camille n'y toucha presque pas. Elle observait discrètement les gestes de son voisin, ses manières posées, la précision de ses mouvements. Il n'avait rien de l'homme qui cherche à impressionner. Son calme était presque désarmant, comme s'il portait en lui un monde qu'il ne jugeait pas utile de prouver aux autres. « Je m'appelle Camille », finit-elle par dire, comme si ce simple fait pouvait ramener un peu de réalité dans cette conversation irréelle. « Alexandre », répondit-il sans hésiter. Elle répéta le prénom en silence, comme pour le mémoriser. Il ne lui était pas totalement inconnu. Quelque chose dans son allure, dans sa façon de parler, trahissait une certaine éducation, une habitude à fréquenter des sphères bien différentes des siennes. Mais elle n'osa pas poser la question, pas encore. « Et vous vivez à Paris ?» demanda-t-elle, histoire de briser le fil invisible qui s'était tendu entre eux. « Oui, mais je voyage souvent. Trop souvent, peut-être. » Il ne développa pas. Et Camille n'insista pas. Elle connaissait ce genre de demi-vérité,
les réponses qui esquivent plus qu'elles n'informent. Pourtant, même sans les mots, il y avait dans ces silences une sorte de respect, comme s'il voulait lui laisser l'espace d'être sans se sentir interrogé. Un léger éclat de rire à la table voisine la ramena à la réalité. Deux femmes, brillamment habillées, venèrent de reconnaître Alexandre. L'une chuchota à l'autre, et leurs regards glissèrent immédiatement vers lui, puis vers Camille, avant de se détourner avec un rictus difficile à interpréter. Camille se sentit aussitôt à découvert. Elle détourna les yeux, mal à l'aise, et but une gorgée d'eau. « Elles vous connaissent ?» demanda-t-elle, tentant de garder un ton neutre. « Probablement. Paris est un petit monde. » Il ne semblait pas s'en soucier. Mais pour Camille, cette simple remarque ouvrait un abîme de questions. Qui était-il réellement? D'où venait cet homme capable de désarmer quelqu'un d'un seul regard et de prononcer des phrases qui bouleversent sans crier gare? Elle pensa à Zoé, à leur matin chaotique, aux chaussettes dépareillées, aux devoirs du soir, aux dessins collés sur le frigo. Elle pensa à son travail monotone, aux allers-retours entre l'école, la maison, le bureau, et elle se demanda, même brièvement, ce que cet homme pouvait bien trouver d'intéressant chez elle. Ce n'était pas du manque de confiance, c'était de la logique. Leur monde n'était pas le même, et pourtant il était là, assis à côté d'elle, attentif, présent. « Je crois que vous vous amusez à me troubler », lança-t-elle, un peu sur la défensive. « Non, ce serait bien trop facile. Et surtout, ce n'est pas ce que je veux. Et que voulez-vous alors ?» Il la fixa un instant, puis baissa les yeux sur sa serviette, qu'il replia lentement entre ses mains. « Vous découvrir. Lentement. Si vous le permettez. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle sentait ses certitudes se fissurer. Elle ne croyait pas aux rencontres magiques, aux hasards qui bouleversent une vie. Elle croyait à la prudence, aux efforts, à la stabilité durement acquise. Mais dans ce regard posé sur elle, dans cette voix calme qui ne cherchait pas à séduire mais à comprendre, il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Une promesse d'écoute peut-être, une envie de lien. Le dessert arriva, une poire pochée au vin rouge posée sur un lit de crème à la vanille. Camille n'y toucha pas non plus. Elle regardait Alexandre, encore troublé, encore sceptique, mais incapable de se détourner. Et c'est à ce moment précis, dans le silence qui les unissait au milieu du bruit des autres, qu'elle comprit que quelque chose avait commencé. Elle ne savait pas encore quoi, ni jusqu'où cela irait. Mais ce soir-là, assise à cette table inconnue dans une robe qu'elle croyait trop modeste, elle avait été vue. Et ce simple fait avait déjà tout changé. La soirée avançait lentement, bercée par les discours des témoins, les éclats de rire de quelques invités déjà grisés par le champagne, et la musique douce qui commençait à emplir la grande salle. Camille, assise à la même place, n'avait presque pas bougé. Son esprit dérivait, oscillant entre ce qu'elle voyait, ce qu'elle ressentait, et ce qu'elle s'efforçait de comprendre. Alexandre, quant à lui, restait d'un calme déconcertant. Il n'avait rien dit de plus depuis leur dernier échange, et pourtant, il semblait toujours attentif, présent, comme s'il guettait ses silences plutôt que ses mots. Cela aurait pu sembler étrange, voire inquiétant, mais ce n'était pas le cas. C'était même le contraire. Il la laissait respirer, observer, exister. Une forme de respect rare. Autour d'eux, les conversations reprenaient de plus belle. Camille surprit quelques bribes ici et là, des noms évoqués à la volée, des anecdotes partagées à voix haute, et puis, soudain, un murmure plus clair, presque théâtral, lancé par un homme assis 2 tables plus loin. « Tu sais qui c'est quand même, hein? Morel. Alexandre Morel, le mec de Synapse. » Une femme hocha la tête, visiblement impressionnée. « Il a vendu son premier logiciel à 19 ans, je crois. Et maintenant, il pèse quoi? 300 millions ?» Camille sentit son estomac se contracter. Elle fit semblant de ne pas écouter, mais son regard se perdit dans le vide. Synapse. Ce nom, elle l'avait entendu, bien sûr. Une entreprise de technologie qui avait révolutionné les systèmes de sécurité numérique dans les institutions publiques et privées en France et ailleurs. Des articles dans les journaux économiques, des interviews à la télévision. Une success story typiquement parisienne, portée par un homme souvent qualifié de visionnaire, mais aussi d'inaccessible, discret, presque insaisissable. Et cet homme, ce même Alexandre Morel, était assis là à côté d'elle, dans un mariage dont il n'avait visiblement rien à faire, lui parlant avec une simplicité presque déroutante. Elle sentit une bouffée d'angoisse monter en elle.
non pas parce qu'il était riche ou célèbre, mais parce que cela faisait de lui quelqu'un d'un autre monde, d'un monde où elle n'avait ni place, ni code, ni repère. Elle n'était qu'une assistante administrative à mi-temps dans une petite entreprise de Tours, mère célibataire d'une fillette de 6 ans, locataire d'un 2 pièces modeste dans un quartier résidentiel. Son quotidien se composait de courses, de réunions d'école, de lessives oubliées dans la machine et de soirs passés à corriger des devoirs entre 2 factures impayées. Que venait-il chercher chez elle, dans sa normalité banale, dans sa discrétion quasi transparente? Elle baissa les yeux vers son assiette, jouant machinalement avec sa cuillère, comme pour fuir l'envie de se lever, de s'éloigner. Il devait y avoir une erreur quelque part, une confusion. Peut-être qu'il s'était lassé des femmes brillantes de son univers et cherchait une distraction, une respiration. Cela ne serait pas la première fois qu'un homme puissant se tournait vers une femme ordinaire pour se rappeler qu'il était humain. Mais Camille n'avait ni l'énergie ni l'envie d'être une pause dans la vie de quelqu'un. Elle avait trop vécu pour se prêter à ce genre de jeu. Elle sentit son regard sur elle, encore, doux, patient. Il ne parlait pas, mais il savait. Elle leva les yeux, croisa les siens et cette fois, elle ne détourna pas. « Je sais maintenant qui vous êtes », dit-elle, la voix plus calme qu'elle ne l'aurait cru. Il ne répondit pas tout de suite. Il posa lentement sa fourchette, essuya le coin de sa bouche avec la serviette en tissu, puis répondit simplement « Est-ce que cela change quelque chose ?» Camille prit une seconde pour réfléchir. Elle aurait pu dire oui. Elle aurait pu dire que cela changeait tout, qu'elle n'était pas prête pour cette histoire, qu'elle n'avait pas les armes. Mais quelque chose en elle résistait, une part enfouie, peut-être née des années à tenir bon seule, à affronter la maternité sans relais, à se relever après chaque chute, à cacher ses failles derrière une force tranquille. Elle ne voulait pas lui donner ce pouvoir de décider à sa place ce qu'elle méritait ou non. « Je ne sais pas encore », murmura-t-elle. Il hocha la tête, comme s'il acceptait la réponse. Pas de justification, pas d'argument. Juste un silence qui disait « Je comprends ». Ce respect-là, cette absence de pression, la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Au fil des minutes, les invités commencèrent à quitter leur place pour se rendre sur la piste de danse, ouverte sous les voûtes anciennes d'une salle attenante. La musique changea, les lumières se tamisèrent, et une animation douce s'installa dans le château. Camille restait assise, incapable de bouger comme si son corps refusait de rejoindre cette insouciance collective. Alexandre, lui non plus, ne fit pas mine de se lever. « Vous ne dansez pas ?» demanda-t-elle, plus pour combler le silence que par réelle curiosité. « Je n'ai jamais aimé ça. Trop d'exposition, trop de bruit. » Elle sourit malgré elle. Une autre contradiction dans ce tableau qu'elle commençait à peine à entrevoir. Un homme de pouvoir habitué au projecteur qui fuit la lumière dès qu'elle devient personnelle. Et pourtant, vous êtes ici. Pour vous, Camille. Cette fois, elle ne put retenir son rire. Léger, court, presque incrédule. Vous ne me connaissez même pas. J'ai entendu comment vous parlez, comment vous choisissez vos mots, comment vous écoutez les autres même quand vous vous sentez de trop. J'ai vu votre solitude, et elle m'a semblé familière. J'ai reconnu quelque chose. Et ce quelque chose, j'ai envie de le connaître. Camille resta sans voix. Elle n'avait pas l'habitude d'être décrite ainsi, de manière si précise, si vraie, comme si, en une soirée, il avait réussi à percer ce que d'autres n'avaient jamais remarqué en des années. Un serveur passa avec un plateau de dessert qu'elle refusa d'un geste poli. Elle n'avait plus faim. Elle avait l'esprit trop en alerte, le cœur trop en désordre. Et dans ce désordre, il y avait une curiosité qu'elle n'arrivait pas à faire taire. Elle se leva finalement, doucement, ramassant son sac. Il se leva aussi, par réflexe. Elle ne lui dit pas au revoir. Elle ne lui donna pas son numéro. Elle ne promit rien. Mais avant de tourner les talons, elle se pencha légèrement vers lui et murmura « Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose de vouloir connaître quelqu'un lentement. » Puis elle s'éloigna, le cœur battant, le pas hésitant, sans se retourner. Elle ne savait pas encore ce que cette soirée allait provoquer, mais une certitude naissait en elle. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait vu au-delà du silence. Le lendemain du mariage, Camille se réveilla plus tard que d'habitude, comme si son corps avait exigé une pause. Sa fille Zoé, restée chez sa grand-mère pour la nuit, n'était pas là pour la tirer du lit avec ses éclats de rire, ses demandes de tartines ou ses disputes avec la peluche oubliée. La maison était silencieuse, et pourtant l'esprit de Camille bourdonnait, agité par les souvenirs de la veille.
Elle revoyait le château, les lumières tamisées, les conversations effleurées, mais surtout, elle revoyait Alexandre, ce regard posé sur elle comme un miroir silencieux. Et cette phrase murmurée avec une tranquillité presque choquante, « Vous serez ma femme ». Elle secoua la tête, tentant d'effacer le poids de cette promesse irréaliste. Elle s'était probablement fait des idées. Peut-être qu'il avait bu, peut-être qu'il disait cela à toutes les femmes qui attiraient son regard. Ce genre d'homme, puissant, mystérieux, porteur de fortune, vivait dans un monde où les mots perdaient leur sens ordinaire. Mais alors, pourquoi son regard n'avait-il rien eu de joueur? Pourquoi avait-il posé des questions sur elle, sur Zoé, sur sa vie? Pourquoi n'avait-il pas tenté de la séduire par la flatterie ou par le prestige, comme tant d'autres l'auraient fait? Pourquoi avait-elle senti en son fort intérieur que ce n'était pas du théâtre? En rangeant la robe qu'elle avait portée la veille, elle trouva dans sa pochette un petit morceau de papier plié. Elle ne se souvenait pas l'avoir glissé là. En l'ouvrant, elle reconnut une écriture droite, précise, sobre. « J'aimerais vous revoir. Dites-moi quand, pas si. Alexandre. » Aucun numéro, aucun moyen de contact. Juste cette ligne, comme un écho silencieux à ce qu'il avait laissé entre eux. La semaine passa sans incident notable. Camille reprit son travail, ses trajets entre la maison, l'école, le bureau. Le rythme familier la rassurait. Chaque matin, elle tressait les cheveux de Zoé, vérifiait son sac, corrigeait les oublis. Le soir, elles dînaient ensemble, lisaient une histoire, s'endormaient souvent l'une près de l'autre. Et pourtant, dans les silences, entre deux réunions ou en remplissant un rapport, Alexandre revenait, comme une question en suspens. Le jeudi après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à sortir du travail, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit. « Camille ?» dit une voix qu'elle reconnut immédiatement. Elle resta silencieuse quelques secondes, surprise de l'entendre. « C'est moi, Alexandre? Je vous dérange ?»« Non. Enfin, un peu surprise, je dois avouer. Je comprends. Mais je voulais seulement vous demander quelque chose. Pas par message, pas au téléphone. En face. Auriez-vous une heure pour moi ce week-end ?» Elle inspira profondément. Elle avait 1000 raisons de dire non. Elle n'avait rien à lui offrir, pas de glamour, pas d'agenda libre, pas de mystère. Et pourtant, une petite voix, celle qu'elle avait longtemps fait taire, murmura que parfois il fallait dire oui, ne serait-ce que pour savoir. « Dimanche matin, répondit-elle, il y a un petit café à Tours, près du marché. Discret. Parfait. Je serai là. » Dimanche arriva plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Elle avait passé la veille à douter, à choisir quoi porter, puis à tout reposer. Finalement, elle opta pour un jean droit, une chemise blanche, un manteau beige. Ni trop, ni pas assez. Elle laissa Zoé chez sa mère, lui promettant qu'elle reviendrait avant le déjeuner. Quand elle entra dans le café, elle le vit immédiatement. Il était déjà là, seul à une table au fond, sans téléphone, sans distraction. Juste là, attentif. Lorsqu'il la vit, il se leva, lui tira la chaise, sans un mot. Son calme la déstabilisait toujours. Mais cette fois, elle ne tenta pas de le fuir. « Merci d'être venu, » dit-il simplement. « Je suis curieuse, » répondit-elle. Il sourit. Ils commandèrent 2 cafés. Il ne parla pas de lui, pas de ses affaires, pas de ses succès. Il la laissa parler, de son quotidien, de Zoé, de son travail. Il ne posait pas de questions inutiles. Il écoutait, vraiment. Et cela, Camille n'y était plus habituée. Trop souvent, elle avait été celle qui écoutait, celle qui rassurait, celle qui portait. Ce renversement silencieux était à la fois réconfortant et effrayant. « Et vous ?» finit-elle par demander. « Vous ne dites rien de vous. Ce n'est pas moi qui m'intéresse aujourd'hui. C'est un peu étrange ce que vous faites. Je sais, mais je veux comprendre avant d'imaginer quoi que ce soit. » Elle leva les yeux vers lui, touchée par sa franchise. Il ne jouait pas, il n'essayait pas de plaire. Il était là, juste là. Après une longue pause, il reprit. « Je sais que ma vie vous semble loin de la vôtre, que ce que vous savez de moi, ou ce que les gens disent, peut vous faire douter. Mais je ne suis pas venu pour changer votre monde. Je suis venu parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti qu'il y avait dans vos silences une vérité qui m'appelait. » Camille resta muette. Il ne lui proposait pas un rêve. Il ne lui vendait rien, il lui tendait une possibilité aussi fragile que réelle. « Est-ce que je peux vous revoir? Pas pour un dîner mondain, pas pour jouer à la romance.
Juste, pour apprendre à connaître ce qui vous fait sourire. Elle aurait pu dire non, par réflexe, par peur, mais cette fois elle dit « peut-être », et ce « peut-être », dans la bouche de Camille, valait déjà beaucoup. Le dimanche suivant, le ciel au-dessus de Tours était d'un gris doux, ni menaçant ni lumineux. Il flottait dans l'air une odeur de boulangerie et de feuilles mouillées, typique des débuts d'automne. Camille avait passé la matinée avec Zoé, jouant avec elle sur le tapis du salon, préparant ensemble des crêpes et lisant un livre illustré à propos d'un renard qui voulait devenir boulanger. L'innocence du moment contrastait violemment avec la tension intérieure que Camille ressentait à l'approche de l'heure du rendez-vous. Elle n'en avait parlé à personne, ni à sa mère, ni à ses collègues, encore moins à Zoé. Ce n'était pas un secret, mais ce n'était pas encore quelque chose qu'elle pouvait nommer. C'était simplement fragile. À 15 heures, elle était prête, pas apprêtée, pas transformée, juste elle. Un manteau camel, une robe fluide, des bottines confortables. Elle avait choisi un café en centre-ville, discret, à l'abri des vitrines trop grandes et des terrasses bruyantes. Un endroit où elle allait parfois seule, pour lire ou rêver, pour s'échapper du tumulte de sa routine. Quand elle arriva, il était déjà là. Assis près de la fenêtre, un livre ouvert devant lui, mais le regard tourné vers la rue comme s'il guettait son arrivée. Lorsqu'il la vit, il se leva immédiatement, et son sourire n'avait rien d'arrogant. Il était simple, sincère, humain. « Bonjour », dit-elle en s'asseyant. « Bonjour Camille ». Elle remarqua aussitôt l'absence de tout entourage. Pas de chauffeur, pas de garde du corps, pas de signes extérieurs de richesse. Il portait un pull sobre, une veste en laine, des chaussures cirées mais usées au bord. Il n'était pas venu en CEO, il était venu en homme. « Vous êtes venu en train ?» demanda-t-elle, plus par curiosité que par surprise. « Oui, j'aime le train. Cela m'oblige à ralentir. » Elle hocha la tête. Il avait cette manière de parler sans chercher à convaincre. Il ne se justifiait pas, il partageait. Et cela rendait chaque mot plus lourd de sens. Le serveur prit leur commande. 2 cafés. Et pour elle, un petit sablé à la cannelle qu'elle n'avait pas prévu mais qu'elle accepta sur un coup de tête. Il lui demanda comment s'était passée sa semaine. Elle répondit simplement, sans enjoliver. Les dossiers au travail, la grippe d'un collègue, Zoé qui avait perdu une dent et refusé de dormir sans que la petite souris ne soit dûment avertie par un mot écrit. « Elle a quel âge, Zoé ?» demanda-t-il doucement. « 6 ans, bientôt 7. Elle est vive, drôle, un peu trop curieuse parfois. Vous avez une photo d'elle ?» Camille hésita une seconde. Ce n'était pas anodin. Montrer une photo de sa fille, c'était ouvrir une porte intime, révéler une partie d'elle qu'elle protégeait avec acharnement. Mais le ton d'Alexandre n'était pas intrusif. Il n'était pas là pour juger ou inspecter. Il demandait parce qu'il voulait connaître. Alors elle sortit son téléphone, trouva une photo prise quelques jours plus tôt, sur laquelle Zoé faisait une grimace, habillée en fée avec des ailes en papier accrochées au dos. Elle lui tendit l'écran. Il le prit, regarda longuement et sourit. Un sourire vrai, pas forcé. Il rendit le téléphone sans rien dire d'abord, puis ajouta « Elle a votre regard, et ce genre de sourire qu'on ne peut pas inventer. » Camille sentit quelque chose se détendre en elle. C'était peut-être la première fois qu'un homme posait un regard sur Zoé sans poser de questions déplacées, sans maladresse, sans condescendance. Il n'y avait pas de doute dans sa voix, pas de peur face à la maternité, pas d'esquive. Juste une forme de reconnaissance, de respect. Cela, pour Camille, valait plus que n'importe quel bouquet ou promesse. Ils parlèrent ensuite de choses plus légères. Des livres qu'ils aimaient, des endroits qu'ils rêvaient de visiter, de cuisine aussi. Il avoua cuisiner très peu, mais savoir faire des œufs brouillés comme personne. Elle rit. Un vrai rire, cette fois. Pas par politesse. Un rire surpris de se découvrir légère, presque insouciante. « Vous êtes toujours comme ça ?» demanda-t-elle en souriant. « Comment ça ?» Silencieux, présent, sincère. Il baissa les yeux, passa une main sur sa nuque, puis répondit « J'ai appris à écouter. Trop de gens parlent pour remplir le vide. Moi, je préfère comprendre ce qui le provoque. » Elle le fixa un moment, puis détourna les yeux. Elle n'était pas habituée à ce genre d'attention. Pas habituée à ce que quelqu'un prenne le temps de la voir, vraiment. Elle s'était toujours dit que les hommes comme lui ne s'arrêtèrent jamais sur les femmes comme elle, et peut-être que cela restait vrai dans beaucoup de cas. Mais lui n'était pas les hommes comme lui. Il était Alexandre, et il était là.
Le temps passa sans qu'elle ne s'en rende compte. Le café s'était vidé, les serveurs avaient changé la musique, quelques clients étaient entrés pour se réchauffer. Camille regarda sa montre et sursauta. « Je dois y aller. Je dois récupérer Zoé. »« Bien sûr, » dit-il en se levant aussi. Ils sortirent ensemble. Il n'y eut pas d'au revoir solennel, pas de promesse précipitée. Il marcha à côté d'elle jusqu'au coin de la rue. Elle s'arrêta. « Merci pour ce moment, » dit-elle simplement. « C'est moi qui vous remercie, vraiment. » Puis avant qu'elle ne parte, il ajouta « Camille, je ne veux rien forcer. Je ne veux rien précipiter. Mais je voudrais vous revoir, si vous en avez envie. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle hocha la tête, à peine perceptible. Et c'était suffisant. Parce que dans ce mouvement, dans ce silence, il y avait plus de promesses que dans 1000 mots. Et elle le savait. La semaine suivante fut calme, presque douce. Camille retrouva sa routine avec Zoé, ses journées de travail, ses trajets familiers dans les rues de Tours. Et pourtant, tout semblait légèrement différent. Elle n'aurait su dire si c'était la lumière, son humeur ou ce fil invisible qui la reliait désormais à Alexandre. Il lui envoyait parfois un message court, jamais envahissant. Un simple « bonne journée » ou « j'espère que Zoé va mieux » après qu'elle lui ait parlé d'un petit rhume. Des attentions discrètes, posées là comme des pierres sur un chemin qu'il construisait lentement. Elle s'étonnait d'elle-même, de cette confiance qui grandissait sans fracas. Un jeudi soir, alors qu'elle venait de coucher Zoé, elle reçut un appel. « J'ai une idée, » dit Alexandre sans préambule. « Samedi, à Paris. Un dîner. Pas un grand événement, juste quelques amis à moi. J'aimerais que tu viennes. » Elle resta silencieuse un instant. Paris, ses amis, leur monde. Elle n'y avait pas mis les pieds depuis 2 ans, depuis un séminaire où elle avait passé son temps à se sentir invisible. Mais dans la voix d'Alexandre, il n'y avait aucune pression. Seulement une invitation. « D'accord, » répondit-elle finalement. « Mais je ne promets pas d'être à l'aise. Je ne t'invite pas pour que tu sois à l'aise. Je t'invite parce que j'ai envie de te présenter à des gens qui comptent pour moi. » Le samedi, elle confia Zoé à sa mère pour la nuit. Elle prit le train avec une boule au ventre, hésitant entre excitation et appréhension. Son reflet dans la vitre lui renvoyait une femme élégante, mais discrète. Robe noire simple, manteau long, cheveux attachés. Elle avait évité les fioritures, fidèle à elle-même. À son arrivée à Montparnasse, Alexandre l'attendait seul, les mains dans les poches. Il l'accueillit avec un sourire sincère, puis l'emmena dans un restaurant discret du Marais où plusieurs convives étaient déjà installés. Les premières minutes furent cordiales. On lui servit un verre de vin, elle s'installa à la table, échangea des banalités avec une femme blonde qui travaillait dans la finance. Alexandre restait près d'elle, sans jamais s'imposer. Mais peu à peu, Camille sentit le décalage se creuser. Les conversations tournaient autour de voyages à l'étranger, de rachats d'entreprises, d'art contemporain, de collaborations avec des marques de luxe. Elle essayait de suivre, mais se sentait de plus en plus étrangère à ces sujets, comme si elle observait une pièce de théâtre dont elle ne comprenait pas le texte. Une femme, élégante et sûre d'elle, s'installa à côté d'elle en milieu de repas. Elle se présenta comme Élise, ancienne compagne d'Alexandre, visiblement encore proche de son cercle. Ses mots étaient polis, mais son ton glacé. Camille sentit immédiatement que cette femme ne l'acceptait pas. Pas pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle n'était pas. « Tu travailles dans quoi déjà ?» demanda Élise avec un sourire figé. « Je suis assistante administrative à Tours », répondit Camille, sans chercher à embellir. « Charmant », dit Élise, en haussant à peine les sourcils. « Et tu as une fille, c'est ça ? J'imagine qu'Alexandre adore ça. Il a toujours eu ce petit faible pour les causes sensibles. » Le coup fut aussi rapide que précis. Camille sentit sa gorge se serrer, mais elle ne répondit rien. Elle n'avait ni les mots ni l'envie de jouer à ce jeu-là. Elle termina son assiette en silence, puis se leva doucement. « Je vais prendre l'air », dit-elle à Alexandre, esquivant son regard. Elle sortit seule, marcha quelques pas dans la rue calme, le froid de la nuit venant apaiser son malaise. Quelques instants plus tard, elle entendit des pas derrière elle. C'était lui. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» demanda-t-il sans colère, mais avec inquiétude. « Rien que je ne savais pas déjà », répondit-elle doucement. « Je ne fais pas partie de ce monde, Alexandre, et je ne veux pas passer ma vie à m'expliquer. Tu n'as rien à expliquer, jamais. Peut-être, mais tu vis dans une sphère où les regards pèsent, où les mots blessent même quand ils sont polis. Et moi, je vis dans le réel, avec ma fille,
mes factures, mes horaires, ma fatigue. Tu dis vouloir me connaître, mais est-ce que tu es prêt à vivre avec ça? Pas à côté, avec. Il resta silencieux. Ce n'était pas un silence vide. C'était celui d'un homme qui réfléchissait, qui pesait chaque mot. « Tu sais pourquoi j'ai quitté Élise ?» demanda-t-il enfin. « Parce que tout était prévu, calculé. Même l'amour. Surtout l'amour. J'ai passé des années à cocher les bonnes cases, à fréquenter les bonnes personnes, à dire ce qu'il fallait. Et j'ai fini par m'oublier. » Il s'approcha, sans la toucher. « Avec toi, je n'ai pas besoin de jouer. Et ça me fait peur. Parce que je découvre que ce que je veux, ce n'est pas briller, c'est partager. Et je veux le faire avec toi. Mais je comprends que ce soit trop. Si tu veux rentrer ce soir, je le comprendrai. » Camille le regarda longuement. Elle aurait pu dire qu'elle n'était pas prête. Elle aurait pu s'enfuir, prétexter une urgence, retourner à la sécurité de son monde. Mais ce qu'elle venait de voir dans ses yeux, c'était une faille semblable à la sienne. Et cette faille, elle ne voulait pas la fuir. Pas encore. Pas ce soir. Ils ne rentrèrent pas tout de suite. Camille, malgré le froid du soir parisien, préféra rester encore quelques minutes dehors. Alexandre, à ses côtés, respectait son silence. Il n'y avait plus rien à dire sur ce dîner, sur les regards échangés, sur les sous-entendus déguisés en compliments. Tout avait été compris, même sans être exprimé. Ce monde auquel il appartenait, Camille l'avait effleuré, et ce qu'elle y avait trouvé ne lui avait pas plu, non pas par jalousie ou sentiment d'infériorité, mais parce qu'elle sentait, instinctivement, que ce monde attendait d'elle qu'elle change pour s'y adapter. Et elle n'en avait ni la force ni l'envie. Ils marchèrent encore quelques mètres, les pas rythmés par le bruit discret de leurs chaussures sur les pavés. Camille finit par s'arrêter devant une vitrine, sans vraiment regarder ce qu'elle contenait. C'était juste un prétexte pour dire quelque chose. Elle inspira profondément, puis tourna lentement la tête vers lui. « Je ne t'en veux pas, Alexandre. » Il ne dit rien. Il savait que ce n'était pas une attaque, mais une introduction. Mais je ne peux pas faire semblant. Pas maintenant. Pas alors que tout en moi lutte déjà pour rester debout chaque jour. Je n'ai pas le luxe de me demander si je suis à la hauteur. J'ai une fille. J'ai une vie. Une vraie. Pas un décor. Sa voix tremblait à peine, mais chaque mot était posé avec précision. Elle ne cherchait pas à blesser, seulement à dire la vérité. Ce que j'ai vu ce soir-là, ce n'est pas moi. Et je ne veux pas me perdre en essayant de comprendre ce que je devrais devenir pour convenir à ce monde-là. Alexandre, debout face à elle, baissa légèrement les yeux. Ce qu'il entendait, il l'avait redouté, mais il ne tenta pas de se défendre. Il n'y avait rien à contester. Tout était vrai. « Tu as raison, dit-il finalement, et c'est peut-être pour ça que je suis si effrayé. » Camille le regarda avec surprise. Elle s'attendait à une tentative de justification, à une phrase de consolation, à une promesse bancale. Mais ce qu'elle vit, ce fut une vérité nue. J'ai construit ma vie comme une forteresse. Chaque décision, chaque stratégie, chaque rencontre, tout était contrôlé. J'ai appris à anticiper les mouvements, à calculer les réactions. Et puis tu es arrivé, avec ta simplicité, ta lucidité, ta manière de regarder le monde sans chercher à le posséder. Et je n'ai rien su prévoir, rien su gérer. Tu es entré là où je n'avais pas laissé de place. Camille sentit une chaleur étrange lui monter à la gorge. Une douleur douce, comme celle qu'on ressent devant une scène qu'on voudrait arrêter, mais dont on comprend qu'elle est nécessaire. Je ne peux pas te demander de m'attendre, Camille, ni de t'adapter. Ce ne serait pas juste. Tu n'as pas besoin d'un projet. Tu as besoin d'un homme, un vrai. Un qui sait où il va, ce qu'il peut offrir. Et je crois que je ne suis pas encore cet homme. Elle aurait pu répondre. Lui dire qu'il n'était pas obligé d'être parfait, qu'elle ne cherchait pas un sauveur, seulement une présence sincère. Mais au fond, elle savait qu'il avait raison. Il n'était pas aligné. Pas encore. Et se forcer, ce serait gâcher quelque chose de précieux avant même de lui laisser le temps de naître. Ils restèrent ainsi face à face, sans autre bruit que celui de la ville autour d'eux. Les lumières des réverbères dessinaient des ombres longues sur les trottoirs. Des passants passaient, rieurs, indifférents. Eux deux, au milieu de cette ville immense, semblaient figés dans un instant suspendu. « Alors, c'est fini ?» demanda-t-elle, la voix basse. « Non, ce n'est pas fini. C'est juste en pause, en attente, en transformation. Je ne veux pas te perdre, mais je ne veux pas non plus t'abîmer par maladresse. » Elle hocha la tête. Une larme roula sur sa joue qu'elle n'essuya pas.
Elle ne pleurait pas de tristesse, mais de reconnaissance. Parce que pour une fois, une fin, ou ce qui y ressemblait, n'était pas un abandon. C'était un acte de respect. Ils s'étreignirent brièvement. Pas un baiser, pas une promesse. Juste une étreinte, chaude, dense, chargée de ce qui ne pouvait pas être dit. Camille prit le dernier train pour Tours ce soir-là. Le wagon était presque vide. Elle regardait le reflet de son visage dans la vitre, flou, tremblant à chaque virage. Elle se sentait vide et pleine à la fois. Quelque chose s'était passé, une faille, un frisson, un choc, et elle ne savait pas encore si cela avait été le début ou la fin. À son arrivée, elle trouva Zoé endormie dans le lit de sa mère, la peluche serrée contre elle. Elle s'assit au bord du lit, lui caressa les cheveux puis resta là longtemps dans le silence de la nuit, à écouter sa respiration régulière. C'était ça, sa réalité, ce souffle, cette chaleur, cette présence, tout ce qu'elle ne voulait jamais perdre. Les jours suivants passèrent sans éclat. Pas de message, pas d'appel. Camille se concentra sur son travail, sur les petits défis du quotidien, sur les rires de sa fille, sur la vaisselle à faire, sur les mails à répondre. Chaque soir, elle se couchait épuisée, mais étrangement apaisée. Il n'y avait pas eu de drame, seulement une parenthèse qui s'était refermée sans fracas, mais parfois, quand elle s'arrêtait quelques secondes entre deux tâches, elle pensait à lui, à sa voix, à ses silences, à cette phrase qu'il avait dite avant qu'elle ne parte, « Je ne veux pas te perdre ». Et elle se demandait si les choses vraiment importantes se perdaient si facilement. Le temps s'était écoulé sans qu'on puisse vraiment dire s'il était passé vite ou lentement. Les semaines avaient filé comme des feuilles emportées par le vent, sans fracas, mais avec une régularité cruelle. Camille, fidèle à elle-même, n'avait rien dit à personne. Pas à sa mère, qui posait parfois des questions discrètes sur ses silences prolongés. Pas à ses collègues, qui la trouvaient peut-être un peu plus songeuse, mais toujours aussi discrète et fiable. Elle avait cette faculté de tout absorber, de tout contenir en elle. Et pourtant, au fond de ses gestes quotidiens, une faille invisible s'était ouverte. Quelque chose en elle résistait, refusait de cicatriser totalement. Elle avait repris sa vie exactement là où elle l'avait laissée. Chaque matin, elle accompagnait Zoé à l'école, préparait les repas, remplissait les documents du travail, rangeait les jouets, lisait les histoires du soir. Mais dans les interstices de cette routine bien huilée, Alexandre revenait, par une pensée soudaine, un souvenir précis, une phrase oubliée qui résonnait à nouveau. Ce n'était pas une obsession, ni une douleur violente. C'était une présence douce, mais constante. Une absence bienveillante qui ne cherchait pas à blesser, mais qui refusait de s'éteindre. Elle ne savait pas où il était. Elle ne savait pas s'il pensait encore à elle. Elle ne savait même pas s'il comptait revenir un jour. Elle avait appris à ne pas espérer, à ne pas se construire d'histoire. Pourtant, il lui arrivait de croiser un homme dans la rue, un profil furtif, et de sentir son cœur battre plus vite avant de se rendre compte de sa méprise. Il lui arrivait d'entendre une voix grave dans un reportage à la radio et de tendre l'oreille juste au cas où. Il lui arrivait aussi, les soirs de fatigue, de relire ses anciens messages, de retrouver ce ton calme, ces mots pesés, et de se demander s'il avait été réel. Pendant ce temps, à Paris, Alexandre ne vivait pas beaucoup mieux cette distance. Il s'était plongé dans le travail, plus que jamais. Réunions, conférences, signatures, projets à l'international. Il reprenait sa place dans cet univers qu'il connaissait par cœur, avec la rigueur et la précision qu'on attendait de lui. Mais quelque chose avait changé. Il n'y avait plus cette excitation, cette flamme, ce sentiment d'accomplissement. Il faisait ce qu'il savait faire, mais le cœur n'y était plus. Son bureau, autrefois rempli de trophées, d'objets de design, de photos de voyage, lui semblait froid, inutile. Il passait ses journées à remplir le vide et ses nuits à essayer de l'ignorer. Il ne l'avait pas recontacté, non par fierté ni par peur d'un rejet, mais parce qu'il voulait d'abord comprendre ce qu'il était prêt à offrir. Camille lui avait tendu un miroir, et ce qu'il y avait vu l'avait troublé plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Il s'était construit une image si lisse, si parfaite, qu'il en avait oublié qu'on pouvait vivre autrement, qu'on pouvait aimer autrement. Elle l'avait vu, non pas pour ce qu'il représentait, mais pour ce qu'il était. Et cela l'avait bouleversé. Il pensait à elle chaque jour, à sa voix posée, à son regard franc, à la tendresse dans ses gestes envers sa fille. Il se souvenait du moment où elle lui avait montré la photo de Zoé,
de ce sourire qu'elle avait esquissé, mi-prudent, mi-fier. Il avait senti alors une chose qu'il n'avait jamais ressentie avec aucune autre femme, un besoin de se montrer digne. Non pas de briller, mais de mériter cette place dans leur monde à elle. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à entrer dans une réunion stratégique, il fit marche arrière. Il s'assit dans son bureau, seul, et ouvrit son carnet de notes. Il y inscrivit une simple phrase. « Qu'est-ce qui est essentiel ?» Il la relut plusieurs fois. Puis il referma le carnet, prit son téléphone et commença à chercher. Pas pour la joindre, pas encore, mais pour trouver un chemin vers elle, un geste qui ne serait pas une intrusion, mais un lien. Camille, de son côté, ne s'attendait plus à rien, mais elle continuait d'avancer. Parce qu'il le fallait, parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle avait appris à vivre sans attendre que les choses reviennent. Pourtant, certains matins, en déposant Zoé à l'école, elle se surprenait à penser à ce qu'aurait été leur vie à trois. Une image fugace. Zoé tenant la main d'Alexandre. Une promenade en forêt. Un dîner simple. Une soirée sans prétention. Des choses ordinaires. Des choses qu'elle n'osait pas appeler rêves. Elle se demandait s'il était heureux, s'il regrettait, s'il avait tourné la page. Elle se disait qu'elle aurait dû lui écrire, lui dire au moins merci, pour le regard, pour le respect, pour la tendresse. Mais elle ne le fit pas, parce qu'elle ne voulait pas rouvrir une porte qu'il avait peut-être déjà fermée. Un vendredi soir, alors qu'elle rangeait les livres de Zoé dans la petite bibliothèque du salon, elle tomba sur un ouvrage abîmé, un recueil d'histoires pour enfants qu'elle avait elle-même lu dans son enfance. Elle se souvint de l'intérêt qu'Alexandre avait montré pour les livres ce jour-là au café, de la manière dont il avait regardé la photo de Zoé, de la tendresse qu'il n'avait pas cherché à dissimuler, et son cœur se serra. Elle se leva, alla dans la cuisine, se servit un verre d'eau, puis s'arrêta devant la fenêtre. La ville était calme, quelques lumières, des voitures au loin, un air d'automne. Elle ferma les yeux. Peut-être qu'il fallait accepter que certaines rencontres ne duraient pas. Peut-être que leur rôle était simplement de nous rappeler ce que l'on mérite, ou ce que l'on croyait ne jamais pouvoir vivre. Mais ce qu'elle ne savait pas, à cet instant précis, c'est qu'Alexandre lui aussi regardait par une fenêtre, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Et que, comme elle, il se demandait comment on fait pour oublier quelqu'un qui ne vous a jamais promis l'éternité, mais qui vous a fait croire l'espace d'un instant que tout était possible. Quelques jours après avoir refermé la parenthèse silencieuse entre eux, alors que les routines reprenaient leur place dans la vie de chacun, un petit événement arriva sans prévenir. Un matin banal, au bureau de Tours, Camille rangeait quelques dossiers quand on lui remit une boîte soigneusement emballée dans du papier kraft, liée d'un ruban fin. Elle n'attendait rien, ne connaissait rien de l'expéditeur. Son cœur s'emballa un instant. L'envie d'ignorer le paquet, de croire à une erreur fut présente. Pourtant, elle défit le ruban, retira le papier. À l'intérieur, elle découvrit une collection de livres anciens pour enfants, des éditions reliées, aux couvertures un peu usées, mais belles, avec des dessins colorés d'animaux, de forêts enchantées, de rivières et de petits bateaux, comme des trésors d'un autre temps. Son regard glissa sur une petite carte posée sur le dessus. Elle l'ouvrit avec hésitation. À l'encre fine, la phrase était sobre. Pour Zoé. J'espère qu'elle aimera les histoires. Alexandre. Aucun autre mot. Pas d'explication. Juste ces quelques lignes. Son souffle s'arrêta un instant. Elle pensa à la dernière fois qu'elle avait acheté des livres pour sa fille. Des ouvrages modernes, pratiques, parfois kitsch. Elle n'avait jamais osé investir dans ces vieux contes illustrés, pensant que trop raffinés, trop chers, trop éloignés de leur quotidien modeste. Et voilà qu'il se trouvait là, posé sur son bureau comme une offrande inattendue. Elle s'assit, prit le livre du dessus, l'ouvrit doucement, feuille aimable, papier épais, un monde silencieux s'offrait à elle. À l'intérieur, une dédicace manuscrite, délicate, à Zoé, pour qu'elle croie que tout est possible. Ça la toucha plus qu'elle ne l'aurait cru. Le soir, rentrant à la maison, elle posa la boîte sur la table basse du salon, ferma la porte derrière elle, retira son manteau, posa ses clés, tandis que Zoé courait dans tous les sens, riant, pleine d'énergie après une journée d'école. À l'appel de sa mère, la petite se précipita. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en pointant la boîte. Camille sourit, émue, laissa tomber son sac et ouvrit le paquet devant elle. Les yeux de Zoé s'illuminèrent face aux couleurs vives, aux animaux dessinés, aux titres en lettres d'or.
Pour moi ?» demanda-t-elle, incrédule. Camille hocha la tête. « Oui, chérie. » Elle posa un livre sur les genoux de sa fille, ouvrit la première page et commença à lui lire l'histoire d'un petit renard qui rêvait de voler. La voix de la mère trembla légèrement à certains passages, emportée par la douceur des mots, la nostalgie des lectures d'enfance. Zoé, fascinée, resta silencieuse, les yeux grands ouverts, buvant chaque mot, chaque image. Quand l'histoire se termina, elle posa sa main sur celle de Camille. « Maman, c'est beau. Merci. » Un simple merci qui porta le poids d'une promesse timide, d'un futur possible. Quelques heures plus tard, alors que la maison était silencieuse, endormie, Camille repensa à cet acte d'Alexandre. Aucun numéro de téléphone sur la carte, aucun commentaire, juste ce geste, silencieux, discret, profond. Elle ne savait pas pourquoi il avait choisi ce moment, ni ce qu'il espérait en retour. Peut-être rien, peut-être simplement offrir un peu de joie à une petite fille, peut-être essayer d'entrer à nouveau, doucement, dans leur vie. L'instant présent, dans cette boîte de livres, parlait plus fort que tous les mots jamais échangés. Le lendemain, en ouvrant son ordinateur au bureau, elle reçut un message sur sa boîte mail. « Si tu veux, je te recommande un café près du château, discret, calme, la semaine prochaine, pour que tu choisisses quelques livres ensemble pour Zoé. Alexandre. » Le message était bref, sans insistance, comme une invitation fragile, posée sur le fil de la compréhension. Camille resta un long moment les yeux sur l'écran. Autour d'elle, le bureau bruissait de voix, de téléphones, de claviers. Mais tout semblait étouffé, distant, comme si ce mail contenait un autre poids, celui d'un choix. Elle distingua nettement les mots « si tu veux ». Pas de pression, pas d'attente, juste un espoir modeste. Elle inspira, ferma les yeux, se souvint du regard qu'avait eu Alexandre lorsqu'il avait vu la photo de Zoé au café, de ce sourire sincère, profond, sans jugement. Et, dans un souffle léger, elle répondit « D'accord, 3 lettres, une simple affirmation. » Avec cette réponse, quelque chose changea dans l'air, pas immédiatement, pas avec fracas, mais dans le silence, dans les regards, dans les gestes désormais. Le lendemain, elle commença à observer tout autour d'elle avec une attention nouvelle. Les bancs du vieux parc, les chemins bordés de platanes, le café discret près du château, celui qu'il avait mentionné. Elle imagina la marche qu'il pourrait faire avec Zoé. Elle vit la petite se glissant la main dans celle d'un homme plus grand, plus calme, les livres sous le bras, un sourire timide aux lèvres. Elle ferma les yeux un instant, comme pour garder cette image compacte, précieuse, dans un coin secret de son cœur. Et la semaine suivante arriva avec sa promesse. Le rendez-vous fut fixé un samedi après-midi, sous un ciel légèrement voilé, l'air encore doux. Elle l'attendit au café, installé à une table proche de la fenêtre, le regard fuyant souvent vers la porte. Lorsqu'il entra, costume discret, manteau sombre, regard serein, elle sentit à nouveau cette vague familière. Hésitation, appréhension, espoir, tout mélangé. Il salua la serveuse d'un geste poli, se dirigea vers elle sans précipitation, lui adressa un sourire calme. Il tenait dans ses mains une petite pile de livres, des contes, des histoires simples, anciennes, pas les plus luxueux. Juste ceux qu'il avait choisis, pensant peut-être à Zoé, à l'enfance, à la simplicité. Elle se leva pour lui offrir une accolade légère, hésitante. Pas de passion, pas de feu, mais une chaleur sincère, respectueuse. Ils s'assirent. Ils parlèrent peu. Il la laissa regarder les livres, hésiter, choisir. Elle finit par en prendre 3. Un recueil de fables sur les animaux, un conte sur une princesse humble et courageuse, une histoire d'arbres et de racines pour grandir. Il paya l'addition sans qu'elle ne le lui propose. Il glissa les livres dans un sac brun, les tendit à Camille, qui le prit en silence comme on recueille un trésor fragile. Avant qu'il ne parte, il s'arrêta un instant, posa doucement sa main sur l'épaule de Camille, comme un ami attentionné. « Pour Zoé », dit-il simplement. Elle hocha la tête. Ses yeux se posèrent sur les livres, puis sur lui. Dans ce regard, il n'y avait ni orgueil, ni espoir excessif, ni plan. Juste une tranquillité retrouvée, un désir modéré mais sincère. Elle comprit alors plus clairement que jamais que ce geste, discret, simple, humain, valait plus que tout ce que le monde pouvait offrir, que certaines promesses ne se font pas avec des mots flamboyants,
mais avec des actes silencieux, posés, humbles. Lorsque la porte du café se referma derrière lui, elle resta immobile un instant. Elle caressa le sac brun, puis remit les livres sous le bras. Elle sortit dans la rue, le cœur étonnamment léger comme si un poids venait de se dissiper. Le vent soufflait doucement entre les façades anciennes, apportant un parfum de pluie lointaine. Elle marcha sans hâte, ses pas la ramenant vers ce chez elle petite, simple, fragile, mais à elle. Et dans sa tête, une pensée nouvelle, douce, naissante. Peut-être que le bonheur ne réside pas dans les mondes hors d'atteinte, mais dans les gestes vrais, dans les regards posés, dans les contes partagés un samedi après-midi, avec une fille, un père possible, une vie réinventée. Les semaines qui suivirent prirent une tournure que Camille n'aurait jamais osé imaginer quelques mois plus tôt. Alexandre venait désormais à Tours régulièrement, toujours discrètement, sans prévenir longtemps à l'avance, comme s'il refusait d'imposer sa présence, adaptant son rythme au sien, à celui de Zoé, et non l'inverse. Chaque visite, pourtant, avait quelque chose d'extraordinaire dans sa simplicité. Il sonnait à la porte, toujours avec une expression douce, presque timide, un sac de courses dans une main ou un livre dans l'autre, sans jamais le dire, mais avec l'intention claire de s'intégrer petit à petit dans leur quotidien. Les premières fois, Zoé l'observait avec une curiosité prudente, cachée derrière le canapé ou derrière les jambes de sa mère, avant de lui poser 1000 questions. Il répondait toujours avec patience, sans jamais la brusquer. Puis un jour, alors qu'il s'était assis par terre pour l'aider à assembler un puzzle immense représentant une carte du monde, elle glissa naturellement sur ses genoux, comme si elle avait trouvé là une évidence. Camille les regardait de la cuisine, les mains encore mouillées, l'éponge entre les doigts, son cœur se serrant devant cette scène qu'elle n'avait jamais pensée possible. L'idée d'une présence masculine douce, stable, patiente, empruntant des gestes simples, presque ordinaires, mais d'une valeur incalculable. Alexandre apprit aussi la vie modeste. Il accompagna Camille au marché un samedi matin, se laissant entraîner dans la file des fromagers, observant les conversations des commerçants avec un intérêt sincère. Il tenta même, maladroitement, de cuisiner un plat simple que Zoé lui avait demandé. Un gâteau au yaourt dont la recette trônait sur un vieux papier taché de farine, accroché au frigo. Le résultat fut catastrophique, trop cuit d'un côté, presque cru de l'autre. Mais Zoé avait ri tellement fort en le goûtant que même Camille se laissa aller à un éclat de rire sincère. Alexandre s'excusa, promettant de faire mieux la prochaine fois, et Zoé lui répondit qu'elle voulait qu'il rate encore pour pouvoir rire encore plus. Peu à peu, leur trio informel prit forme, non pas dans une déclaration ou une décision, mais dans la répétition des gestes. Un dîner improvisé, une promenade dans le parc des Prébandes, une halte au bord de la Loire, où Zoé lançait des cailloux dans l'eau en criant victoire à chaque éclaboussure. Alexandre ne cherchait pas à occuper la place de quelqu'un d'autre, mais à créer la sienne, sans forcer, sans s'imposer. Camille, de son côté, commença à accepter l'idée qu'elle pouvait être heureuse sans devoir payer un prix immédiat ou catastrophique derrière. Elle n'était pas naïve, mais elle apprenait à faire confiance à ce qu'elle voyait, non à ce qu'elle craignait. Un samedi après-midi, il rencontra la mère de Camille, une femme attentive, lucide, au regard vif. Elle observa Alexandre longuement, avant de lui poser, sans détour, une question directe. « Qu'attendez-vous vraiment de ma fille ?» Alexandre ne tenta pas de séduire ni de convaincre. Il répondit calmement « de la connaître » et de lui donner une vie où elle ne se demande plus si elle mérite quelque chose de beau. La mère de Camille hocha la tête, sans sourire, mais avec un léger relâchement dans les épaules. Ce fut la première approbation tacite qu'il reçut. Tout semblait s'accorder, lentement mais sûrement. Jusqu'au jour où Camille, en ouvrant son téléphone un matin, découvrit un message d'une collègue accompagné d'un lien vers un article. Un frisson glacé traversa son dos. Le titre était court, brutal, accrocheur. Le PDG qui vaut plusieurs centaines de millions surpris à visiter Tours. Qui est la mystérieuse femme qu'il fréquente? Sous le titre, une photo volée. Elle et Alexandre marchant dans la rue, Zoé entre eux, tenant leurs mains. Le ventre de Camille se noua violemment. Elle sentit la chaleur quitter son visage. Ses doigts tremblaient autour du téléphone. Ce n'était pas une rumeur, pas une remarque, pas un simple murmure. C'était exposé au public. Elle lut chaque ligne, comme si elle avalait un poison lent. L'article détaillait la vie d'Alexandre, son entreprise,
son influence dans le milieu économique, et glissait ensuite dans l'intrusion. La femme serait une mère célibataire de Tours, inconnue du public, travaillant dans l'administration. Leur différence de statut intrigue. Puis, pire que tout, la mention de Zoé. La petite fille semble déjà très proche du PDG, accompagnée d'une photo prise sans leur consentement. Camille sentit les murs se resserrer autour d'elle. Elle pensa d'abord à Zoé, à l'école, aux parents, aux enfants qui pourraient répéter ce qu'ils entendaient, aux regards curieux. Elle pensa aussi à sa propre vie, jusque-là discrète, stable, construite dans la prudence. Elle pensa à Alexandre, à son monde où les médias n'étaient pas un accident mais une réalité constante. Elle pensa enfin à tout ce qu'elle risquait de voir s'effondrer, alors même qu'elle n'avait demandé qu'un peu de bonheur simple. Lorsque Zoé revint de l'école ce soir-là, elle glissa sa tête dans les jambes de sa mère et lui dit d'une voix troublée « On m'a demandé si tu allais te marier avec un monsieur riche. Je n'ai rien compris, maman. » Le cœur de Camille se brisa un peu. Elle lui caressa les cheveux, tenta de rassurer, improvisa une explication douce, mais la vérité restait là. Leur tranquillité était menacée. Elle appela Alexandre le soir même. Sa voix était calme, mais elle tremblait au bord d'un précipice intérieur. « Tu as vu l'article » demanda-t-elle. « Oui » répondit-il, la voix sombre. « Je suis désolé, Camille. Je ne voulais pas que cela arrive. Je sais. Mais cela arrive quand même. Et je ne suis pas prête. » Un silence pesa, lourd, clair. « Laisse-moi réparer, dit-il enfin. » Mais Camille savait qu'il ne s'agissait pas d'une réparation simple, d'un geste unique. C'était une barrière entre deux mondes, une barrière solide, presque infranchissable. Et pourtant, derrière la peur, derrière la colère, une autre pensée se formait, fragile mais tenace. Si tout cela faisait mal, c'était bien la preuve qu'il formait déjà quelque chose qu'elle n'arrivait plus à nier. Et c'est dans cet entre-deux, entre le tremblement et l'espoir, que leur histoire entra dans une nouvelle zone. Une zone moins douce, moins simple, mais peut-être plus vraie encore. Le lendemain de la parution de l'article, le monde de Camille sembla basculer dans une dimension qu'elle avait toujours tenue à distance. Les murmures à l'école devinrent des regards insistants, puis des questions à demi-voix entre parents. Les collègues, qu'elle connaissait depuis des années, prirent soudain un intérêt inhabituel pour sa vie privée, certains maladroitement bienveillants, d'autres plus curieux que compatissants. Mais ce qui lui fit le plus mal fut la gêne de Zoé, qui commença à rentrer de l'école avec les épaules plus basses, un silence inhabituel dans les yeux. Quand Camille lui demanda discrètement ce qui se passait, la petite répondit simplement « Ils disent que tu vas devenir riche. Mais je ne veux pas changer d'école. Je veux rester avec mes amis. » Ces mots suffirent à fissurer le fragile équilibre que Camille avait tenté de préserver. Elle avait toujours fait de sa fille un sanctuaire inviolable, un espace protégé contre les tempêtes du monde adulte. Or voilà que par sa seule présence dans la vie d'un homme trop visible, Zoé devenait la cible de curiosités malsaines. Cela réveilla en Camille une détermination qu'elle ne se connaissait pas. L'amour, oui. La douceur, oui. Mais jamais au prix de l'innocence de sa fille. Le soir, elle appela Alexandre. Il répondit immédiatement, comme s'il attendait son appel depuis des heures. Sa voix était tendue, mais calme, comme celle d'un homme qui tente d'éviter l'effondrement d'un pont qu'il voit déjà se fissurer. « Je suis venu te voir, dit-il sans détour. Je suis à Tours. Je suis devant chez toi. » Camille se figea. Elle descendit les escaliers en silence, ouvrit la porte de l'immeuble et le trouva là, dans la pénombre du porche, le visage marqué par la fatigue, les mains dans les poches, le souffle retenu comme celui d'un homme prêt à faire face à un verdict. Il n'avait rien de l'entrepreneur sûr de lui qu'on voyait dans les journaux. Il semblait presque fragile. « Camille, murmura-t-il, je ne laisserai pas cette situation détruire ce que nous construisons. Il y a des solutions. Laisse-moi faire. » Elle l'observa longuement. Dans son regard à elle, un mélange de tendresse, de peur et de lucidité. Dans le sien, une détermination farouche. Elle lui fit signe d'entrer. Ils montèrent les marches sans un mot, s'assirent dans le salon éclairé par la seule lampe près du canapé. Zoé dormait déjà dans sa chambre. « Tu dois comprendre, dit Camille après un long silence, que je ne peux pas vivre avec cette exposition. Je ne suis pas faite pour que des inconnus parlent de moi, et encore moins de ma fille. Je sais que ce n'est pas de ta faute, mais c'est ta vie, Alexandre. C'est ton monde. » Il baissa la tête, comme s'il encaissait un coup invisible. « Je ne veux pas que ton monde soit détruit par le mien. » Alexandre inspira profondément.
Il semblait chercher ses mots au fond de lui, pas dans les discours qu'il maîtrisait tant. Je peux disparaître des médias pendant un temps. Je peux déléguer la direction de Synapse. Je peux quitter Paris si tu le veux. Je peux m'éloigner de tout ce qui vous met en danger. Toi et Zoé. Elle le fixa, incrédule. L'idée même qu'un homme comme lui puisse renoncer à une part de son empire pour préserver leur tranquillité la déstabilisait. Elle tenta de trouver une intention cachée, un mensonge, une exagération. Mais il ne mentait pas. C'était évident dans sa respiration, dans la manière dont ses mains tremblaient légèrement, dans son refus de détourner les yeux. « Alexandre, tu ne peux pas sacrifier toute ta vie. Pas pour moi. Pas alors que nous ne sommes même pas... » Il la coupa doucement. « Tu es ce que je veux construire. Avec toi, rien n'est sacrifice. C'est un choix, et je suis prête à le faire. » Le silence retomba, lourd, vibrant, presque irréel. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle avait imaginé 1000 scénarios, 1000 conversations possibles, mais jamais celle-ci. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes, pas de faiblesse, mais de reconnaissance, d'incompréhension douce, de vertige. « Je veux te protéger, Camille. Je veux protéger Zoé. Je n'ai jamais eu de famille, jamais eu cette chance. Et tu crois peut-être que je veux m'accrocher à vous par manque ou par peur. Mais non, c'est plus simple et plus immense que ça. Je veux une vie où je ne passe plus mes journées à courir après ce que tout le monde attend de moi. Je veux une vie où je respire, et je respire quand je suis avec vous. » Elle ne trouva aucune réponse. Elle posa sa main sur son visage et pleura, doucement, sans bruit, comme si les larmes libéraient un poids accumulé depuis des années. Alexandre s'approcha, s'assit à côté d'elle, lui tendit un mouchoir, mais n'osa pas la toucher davantage. Il savait qu'elle devait traverser ce moment sans être guidée. Au bout de quelques minutes, elle releva la tête. Et si, malgré tout ça, ça ne marche pas? Si Zoé souffre encore, si je souffre encore, alors j'en prendrai la responsabilité. Mais je préfère essayer et échouer que vivre en sachant que je t'ai laissé partir par peur. Elle se leva, fit quelques pas dans le salon, comme si elle devait éprouver l'espace pour réfléchir. Puis, elle s'arrêta devant lui. Ses mains tremblaient encore, mais sa voix était étonnamment stable. « Qu'est-ce que tu proposes exactement ?» Il la regarda droit dans les yeux, sans détourner le regard. « Je vais me retirer temporairement de Synapse. Je vais quitter Paris pour quelques mois. Je viendrai vivre près de Tours discrètement. Je me concentrerai sur ce qui compte vraiment, et je te laisserai décider du rythme. Je ne veux rien imposer. Je veux juste être présent, sans bruit, sans exposition, sans pression. » Camille resta silencieuse. Elle voyait la sincérité, l'effort immense qu'il offrait. La tentative de construire un espace où leur histoire pourrait exister sans être écrasée par les projecteurs du monde. Elle comprit alors que ce choix n'était pas un caprice, ni un geste impulsif. C'était la conséquence logique de ce qu'il avait découvert en elle. Quelques semaines plus tard, il tint parole. Alexandre Morel disparut presque complètement des journaux. Les communiqués officiels évoquèrent une pause stratégique, un recentrage personnel, des mots vagues propres au monde des affaires qui ne faisaient pas vraiment de bruit. Les actions de Synapse continuèrent de circuler, les investisseurs grincèrent un peu des dents, mais acceptèrent l'idée d'une délégation provisoire. Et dans ce retrait, la lumière médiatique se détourna. Les curieux se lassèrent, les spéculations s'atténuèrent. Tours redevint silencieuse pour Camille et Zoé. Un dimanche, dans le parc où ils s'étaient promenés jadis, Alexandre s'agenouilla devant Camille et sa fille, sans extravagance, sans discours théâtral, avec cette même sérénité qui avait marqué toutes ses décisions depuis qu'il avait choisi de changer de vie. « Camille, dit-il en levant les yeux vers elle puis vers Zoé, est-ce que je peux être une part de votre famille? Pas celle qui remplace, celle qui construit, celle qui apprend, celle qui aime. » Zoé regarda sa mère, puis l'homme devant elle. Elle s'avança timidement, posa sa petite main sur celle d'Alexandre, comme si elle donnait sa réponse avant même que Camille ne parle. Et ce geste, minuscule et immense à la fois, décida de tout. Les mois qui suivirent la décision d'Alexandre de se retirer de la sphère publique transformèrent doucement la vie de Camille. Rien ne se fit brusquement. Rien ne ressembla à ces histoires où tout s'arrange d'un claquement de doigts. Au contraire, une lenteur presque solennelle s'installa dans leur quotidien, comme si chaque pas devait être pensé, ressenti et absorbé avant d'en tenter un autre.
Alexandre s'installa dans une maison modeste à quelques kilomètres de Tours, un endroit simple, lumineux, entouré d'un petit jardin où Zoé se plaisait à courir dès la première visite. Il avait choisi une demeure où aucune trace de sa vie passée ne transparaissait. Pas de luxe ostentatoire, pas d'objets coûteux, rien qui rappelle le PDG brillant et distant qu'il avait été. Cette maison, il la voulait neuve dans son esprit, débarrassée de ce qu'il avait décidé de laisser derrière lui. Camille, au début, resta prudente. Elle appréciait sa présence. Elle ressentait chaque geste attentionné comme une chaleur encore inhabituelle, mais elle craignait toujours que cette réalité soit fragile. Peut-être n'était-elle pas armée pour aimer à nouveau. Peut-être que son cœur, trop longtemps en mode survie, ne savait plus s'ouvrir pleinement. Elle avançait pas à pas, l'observant dans les moments les plus banals, quand il faisait chauffer de l'eau pour le thé, quand il tentait d'assembler un meuble mal indiqué, quand il se trompait dans une recette mais riait de lui-même, quand il fixait la pluie derrière la fenêtre en semblant réfléchir à 1000 choses qu'il ne disait pas. Elle voyait là un homme loin du magnétisme lisse des magazines, un homme qui cherchait à comprendre, à s'ajuster, à offrir une place plutôt qu'à la prendre. Zoé, quant à elle, avait fait sa propre place dans la vie d'Alexandre. Il l'accompagnait parfois à l'école, toujours en marchant, refusant de créer la moindre agitation. Il se penchait pour écouter ses récits interminables sur ses camarades, sur les dessins qu'elle faisait, sur les rêves qu'elle racontait avec un sérieux absolu. Il n'intervenait jamais sans y être invité. Il attendait. Il s'adaptait. Il apprenait. Parfois, le soir, lorsqu'ils lisaient ensemble un des vieux livres qu'il avait offert, Zoé s'endormait sur son épaule et Camille les regardait sans oser les interrompre. Dans ces instants-là, elle sentait une douceur immense la traverser, presque douloureuse, car elle comprenait qu'une partie d'elle s'attachait à quelque chose qu'elle avait passé des années à repousser, la possibilité d'une famille. Malgré cette harmonie naissante, Camille avait encore en elle cette vieille peur de ne pas être assez. Elle se surprenait parfois à comparer sa vie simple aux sphères que fréquentait autrefois Alexandre. Elle se demandait si, un jour, il regretterait ce qu'il avait abandonné, si sa présence dans leur vie était un choix durable ou une parenthèse réparatrice. Elle gardait tout cela en elle, par habitude, par protection, refusant de laisser paraître le moindre doute. Mais un soir, alors qu'il dînait chez lui, quelque chose changea. Il avait préparé un plat simple, un gratin de légumes un peu trop cuit, mais délicieux par son intention. Zoé dormait déjà dans la chambre d'amis, et la maison baignait dans un silence paisible. Camille ramassait les assiettes et les rangeait machinalement quand Alexandre l'arrêta, posant doucement sa main sur la sienne. « Il y a quelque chose que tu retiens », dit-il avec cette douceur incisive qu'il avait parfois. « Je le vois, Camille. Je ne sais pas quoi, mais je sens que tu te retiens d'être ici complètement. » Elle resta figée, les doigts encore crispés sur l'assiette. Elle voulut répondre quelque chose de rassurant, mais aucun mensonge ne traversa ses lèvres. Elle prit une respiration lente, posa l'assiette dans l'évier et s'adossa au plan de travail. « J'ai peur », avoua-t-elle enfin. « Peur que ce que tu fais pour nous soit trop grand, trop lourd. Peur que tu te réveilles un jour et que tu réalises que notre vie est trop ordinaire pour toi. Peur d'être de nouveau celle qui donne plus qu'elle ne reçoit. Et peur que tu partes, comme les autres. » Il s'approcha, pas brusquement, pas pour l'entourer, mais pour se mettre à sa hauteur, à quelques centimètres seulement. Il attendit qu'elle relève les yeux vers lui pour parler. « Je ne suis pas ici pour remplir un vide, ni pour réécrire mon histoire. Je suis ici parce que quand je suis avec toi, je me sens enfin vrai. Et avec Zoé, je découvre ce que c'est que de vouloir être responsable de quelqu'un d'autre. Pas par devoir, mais par désir. Je sais que tu as peur, Camille, mais moi aussi. Et la peur n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que quelque chose compte. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Tu crois que ta vie est ordinaire. Tu as tort. Elle est ancrée, stable, honnête. Elle est ce que je n'ai jamais réussi à construire malgré tout ce que j'ai créé. Je ne veux pas un monde brillant. Je veux un monde vrai. Avec toi, il n'y a pas de performance. Il y a juste nous. » Les larmes montèrent aux yeux de Camille avant même qu'elle puisse les retenir. Il ne la prit pas dans ses bras immédiatement. Il attendit qu'elle fasse le premier geste. Et quand elle avança d'un pas pour cacher son visage contre lui, il referma lentement les bras autour d'elle, comme pour signifier que ce geste n'était pas un refuge temporaire, mais une promesse d'avenir. Ce soir-là, elle comprit que l'amour qu'elle craignait de ne pas mériter était en réalité celui qui l'aidait à se rencontrer elle-même,
acceptant qu'elle n'était pas une femme fragile ayant besoin d'être sauvée, mais une femme qui méritait enfin d'être choisie sans condition. Au fil des semaines, quelque chose en elle se redressa, retrouva sa place, prit de l'assurance. Elle riait plus souvent, dormait mieux, parlait avec une sincérité qu'elle n'avait jamais osé utiliser auparavant. Alexandre, lui, poursuivait sa reconstruction personnelle tout en reconstruisant sa relation au monde professionnel avec une distance nouvelle. Il avait tiré un trait sur la course à la reconnaissance. Désormais, ses projets étaient réfléchis, mesurés, et ne prenaient jamais le pas sur sa présence auprès de Camille et Zoé. Un soir d'hiver, alors qu'ils marchaient tous les trois dans une rue illuminée par les décorations saisonnières, Zoé attrapa la main de Camille et celle d'Alexandre, puis les joignit ensemble, comme si elle scellait un pacte invisible. Camille regarda Alexandre. Il la regardait déjà. Et dans ce regard, il n'y avait ni doute, ni hésitation. Juste une évidence tranquille. Ils étaient en train de devenir une famille. Et pour la première fois depuis des années, Camille ne se demanda plus si elle méritait cet amour. Elle l'accepta, tout simplement, parce qu'il était venu sans bruit, sans violence, sans promesse démesurée, juste avec la vérité d'un homme qui avait choisi d'aimer et la vérité d'une femme qui avait enfin choisi de ne plus se cacher. Un an s'était écoulé depuis la soirée où Zoé avait joint leurs mains en marchant dans les rues illuminées. Un an durant lequel le monde d'Alexandre s'était modifié de fond en comble, adoptant un rythme qu'il n'aurait jamais cru pouvoir accepter. Un an durant lequel Camille avait appris non seulement à aimer, mais à se laisser aimer. Un an durant lequel Zoé avait grandi, en découvrant la présence stable d'un homme qui la respectait, la protégeait et l'écoutait comme si chacune de ses phrases contenait un secret essentiel. Et maintenant, ce jour tant rêvé, mais jamais réclamé par précipitation, arrivait enfin, le mariage. Ce matin-là, le château des bords de Loire se dressait sous un ciel clair, à la fois familier et incroyablement différent de celui qui avait accueilli Camille un an plus tôt. Les jardins encore humides de la rosée offraient une odeur d'herbe fraîche mêlée au parfum léger des fleurs nouvellement plantées. Les pierres anciennes du château semblaient revêtir une nouvelle teinte, plus douce, presque accueillante. Rien n'était ostentatoire, rien n'évoquait le faste des cérémonies mondaines auxquelles le nom d'Alexandre aurait pu être associé. Il avait voulu quelque chose de simple, de vrai, de profondément humain. Et Camille avait accepté cette simplicité avec une gratitude silencieuse, consciente qu'elle était la plus belle des preuves d'amour. Dans une petite pièce baignée de lumière, Camille se préparait. Sa robe n'avait aucune extravagance. Une coupe fluide, un tissu doux, une simplicité assumée. Elle avait refusé les conseils des magazines ou des boutiques luxueuses. Elle voulait être elle-même, cette femme discrète qui n'avait jamais cherché à briller davantage que ce que la vie lui donnait naturellement. Sa mère ajustait les derniers détails, ses doigts tremblants de fierté et d'émotion. Zoé, vêtue d'une robe claire, ornée de petites fleurs cousues à la main, tournoyait autour d'elle, ravie d'être la porteuse des alliances. Son sourire était si contagieux que même Camille, pourtant nerveuse, ne put s'empêcher de rire. « Tu es belle, maman ?» dit Zoé en s'arrêtant enfin, le souffle court. « Belle comme dans les livres d'histoire. » Camille sentit ses yeux s'humidifier. Elle prit sa fille dans ses bras, respirant la chaleur douce de son cou, reconnaissante pour cette vérité spontanée que seule une enfant pouvait offrir. Pendant ce temps, dans une autre pièce du château, Alexandre se tenait devant un miroir simple. Il portait un costume gris clair, sans extravagance, parfaitement ajusté, mais dénué des artifices de mode qu'on aurait attendu d'un homme de son rang. Il se regardait avec un calme profond, conscient que ce moment marquait la plus grande transformation de sa vie. Depuis son adolescence, il avait couru après des réussites, des contrats, des acquisitions, des applaudissements. Aujourd'hui, il s'apprêtait à faire un choix qui n'avait rien à voir avec le pouvoir ou la reconnaissance. C'était un choix intime, essentiel, radical dans sa discrétion. Il avait cessé de briller pour être vrai, et ce geste, ce renoncement volontaire au masque du succès, n'avait jamais été un sacrifice. C'était un soulagement. Son témoin, un ami d'enfance resté proche malgré les chemins divergents qu'ils avaient empruntés, posa une main sur son épaule. « Tu es sûr ?» demanda-t-il avec un sourire complice. « Plus sûr que de tout ce que j'ai fait jusque-là. » L'ami hocha la tête. Il savait que ces mots venant d'Alexandre n'étaient pas une formule mais un serment. Le moment arriva. Les invités, peu nombreux, une dizaine de proches,
Quelques amis chers, quelques membres de la famille de Camille, prirent place dans le jardin, sur des chaises en bois ornées de rubans blancs. L'air portait une légère brise qui faisait onduler les feuilles des arbres. L'ensemble était d'une simplicité presque rustique, mais cette simplicité portait une force, une vérité, que Camille ressentit dès qu'elle posa le pied sur l'allée. Zoé marchait devant elle, un petit panier rempli de pétales de fleurs, qu'elle lançait en riant doucement à chaque pas. Elle s'arrêtait parfois pour regarder sa mère et lui adresser un sourire encourageant, comme si c'était elle qui conduisait la cérémonie. Camille suivait, émue, le cœur battant, mais étrangement apaisée. Elle apercevait Alexandre au bout de l'allée, debout, les mains jointes devant lui, le regard fixé sur elle avec une intensité qu'elle n'oublia jamais. Ce regard disait tout. Le chemin parcouru, les peurs traversées, les silences partagés, les choix difficiles, et cette certitude nouvelle qui s'ancrait en eux jour après jour. Quand elle arriva devant lui, il tendit les mains. Elle les prit. Le contact fut léger au début, comme si chacun d'eux craignait que l'émotion fasse trembler leurs gestes, puis leurs doigts s'entremêlèrent avec la conviction tranquille de ceux qui ont déjà choisi depuis longtemps. L'officiant prononça quelques mots simples sur l'engagement, la confiance, la construction d'une famille. Aucun des deux ne cherchait un grand discours. Ces mots suffisaient parce qu'ils venaient résonner dans une vérité que seuls eux trois connaissaient intimement. Ils n'étaient pas en train de créer un rêve, mais de consolider une réalité. Zoé arriva avec les alliances, 2 anneaux fins, discrets, choisis ensemble un après-midi de printemps. En les voyant, Camille eut un pincement au cœur. Elle se revit 1 an plus tôt, assise seule à ce même mariage, persuadée qu'elle n'était qu'une silhouette invisible dans un décor trop grand pour elle. Et voilà qu'aujourd'hui, dans ce même endroit, elle avançait vers une vie qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Lorsque les anneaux glissèrent sur leurs doigts, Alexandre se pencha légèrement vers elle et murmura, si doucement que seules elle et Zoé purent l'entendre. « Je t'avais dit que tu serais ma femme. » Ce n'était ni une reprise arrogante, ni une provocation charmante. C'était un rappel tendre, presque enfantin, du premier moment où tout avait basculé. Camille sourit, un sourire long, profond, qui contenait toutes les étapes de leur histoire. Les hésitations, les départs, les retours, les peurs affrontées, la construction lente, patiente, respectueuse. Ils échangèrent un baiser, discret, délicat, comme une promesse faite d'intimité plutôt que d'exhibition. Les invités applaudirent. Zoé sauta dans leurs bras, heureuse, comme si elle célébrait un événement dont elle comprenait instinctivement l'importance. Alexandre la prit dans ses bras, avant de prendre Camille par la taille, et ils restèrent quelques secondes ainsi, tous les trois enlacés, formant ce noyau compact, solide, que rien ne semblait pouvoir briser. Le reste de la soirée se déroula dans la même atmosphère. Un dîner intime sous les lampions du jardin, des conversations douces, quelques éclats de rire, une musique légère en fond. Camille ne se sentit jamais perdue, jamais jugée, jamais de trop. Elle se sentit à sa place, pleinement, profondément. Alexandre, lui, observait souvent la scène, comme pour graver chaque instant dans sa mémoire. Il n'avait pas seulement trouvé une compagne, il avait trouvé une vie entière, une maison où déposer enfin les armes qu'il avait portées trop longtemps. Vers la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Camille regarda le château illuminé, les jardins tranquilles, Zoé endormie dans les bras d'Alexandre. Elle posa sa main sur le bras de son mari désormais, et murmura « Je n'aurais jamais imaginé revenir ici ainsi. » Alexandre tourna la tête vers elle. « Moi non plus. Mais parfois, les secondes chances commencent à l'endroit où l'on se croyait invisible. » Elle sourit. Il avait raison. Ce château, autrefois symbole de solitude, était devenu le berceau d'une nouvelle vie. Et au moment où ils quittèrent le jardin, la main de Camille dans celle d'Alexandre, la petite main de Zoé dans la leur, elle comprit que leur histoire n'avait jamais été un conte de fées, mais une construction patiente, humaine, précieuse. Une histoire née d'un hasard, nourrie par le courage, ancrée dans la vérité. Et ce soir-là, pour la première fois, elle se permit de croire que le bonheur, quand il est construit sur l'authenticité, ne disparaît pas au réveil.